Mais on va commencer, si vous voulez bien, par Judith Despaul, qui est dans le feu de l'actualité avec ce mouvement des intermittents du spectacle. Un mouvement qui ne semble pas apaisé par les annonces du Premier ministre jeudi soir. Alors Judith Despaul, est-ce que vous en voulez au gouvernement, à Jean-Marie Le Guen qui est présent, de vouloir réformer le régime d'indemnisation et de vouloir faire des économies, j'ai un peu envie de vous dire, comme on le demande à tous les Français? Alors d'abord, il ne s'agit pas d'une réforme. Ce qui vient d'être annoncé, c'est on a re-signé le protocole de 2003. Donc ça, j'appelle pas ça une réforme. Une réforme, on en veut une. Ça fait 10 ans qu'on en parle. On a des propositions qu'on met sur la table depuis 10 ans. Il y a quand même des modifications dans cette convention qui va être ratifiée par le gouvernement, c'est-à-dire le délai de carence avant d'être indemnisé qui va s'allonger, puis le plafond quand même, ça c'est nouveau. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on propose depuis 10 ans, ce n'est pas une réelle réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle un système vraiment juste et mutuel comme nous le proposons depuis 10 ans. Donc effectivement, nous sommes extrêmement en colère. Et ce qui a été annoncé par le Premier ministre ne nous satisfait pas du tout. Parce que pour nous, c'est une façon d'acheter la paix sociale. On se rend très bien compte qu'effectivement, le gouvernement a peur de ce qui va se passer pendant l'été et que la plupart des festivals sont menacés d'annulation. C'est normal d'avoir peur parce qu'il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'économies locales qui reposent sur ces festivals. Et puis il y a beaucoup de festivaliers qui ont envie d'aller au spectacle. Évidemment que c'est normal d'avoir peur. Et nous aussi, on a envie de jouer nos spectacles. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas accepter cette annonce, on ne peut pas proposer... Le report qui est proposé par Manuel Valls, c'est ça, le fait de reporter au 1er octobre ou un peu plus loin. Non, ce n'est pas un report, on agrée, ça ne s'appelle pas un report. On agrée et on nous dit qu'on va négocier ensuite. Ça, on ne peut pas le croire. Ça fait 10 ans qu'on demande des négociations. Donc pourquoi maintenant que l'agrément est annoncé, on aurait enfin ces négociations? Or, on vient bien de le voir, c'est le MEDEF qui dicte la loi. Donc le MEDEF va continuer à dicter la loi et on n'aura pas de négociation. On ne peut pas croire à cette chose-là. Quant à l'histoire du différé qui est pris en charge par le gouvernement, pour nous, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'on nous fait sortir de la solidarité interprofessionnelle. On étatise votre régime, c'est ça? Exactement. Et l'autre chose qui nous paraît aussi extrêmement surprenant, c'est que depuis des années, on dit qu'il n'y a plus d'argent pour la culture. Or, comment est-ce qu'on va financer le financement de ce différé, le différé de ce différé? On pense que ça va être pris sur le budget de la culture. Donc d'un côté, on nous annonce que le budget de la culture va être constant sur les 3 années à venir. Et en même temps, comment est-ce qu'on va financer ce différé? Alors regardez quand même, ensemble on va regarder, c'est compliqué, mais on a essayé de simplifier. Si j'ai fait des erreurs, vous me le dites. Le régime des intermittents, ça concerne 108 000 indemnisés. C'est à peu près 4% des demandeurs d'emploi. Or, ce régime, un peu à part, entraîne, c'est la Cour des comptes qui le dit, un déficit de 1 milliard par an. Alors, je corrige tout de suite, le rapporteur qui a fait le rapport dit que ce n'est pas tout à fait le chiffre, puisque d'abord, vous cotisez davantage que les autres salariés, et 2, de toute façon, vous seriez dans le régime général de l'indemnisation chômage. Donc lui, il évalue le surcoût à 320 millions d'euros. J'ai pris les deux chiffres. Il n'y a pas de surcoût. On peut pas comme ça sortir à un moment donné une profession de parce que l'UNEDIC. Vous représentez 2 tiers du déficit. 3,5% des indemnisés et on touche 3,4% des cotisations. Donc oui, mais vous coûtez les 2 tiers du déficit du régime général. On ne coûte pas les 2 tiers. En 2011, quel chiffre? 50% en 2010. Ce sont des chiffres mensongers. Ça, c'est le MEDEF et la Cour des comptes qui communiquent de cette façon-là. Ce sont des chiffres mensongers, nous l'avons montré. Nous touchons 3,4% des cotisations pour une population qui représente 3,5% des chômeurs. Donc on ne peut pas représenter... Et même le médiateur dit que ça coûte 300... Il y a un surcoût de 320 millions. Non, le médiateur dit que si on devait rebasculer dans le régime général, alors le coût que coûterait cette opération serait le chiffre que vous venez d'annoncer. Et alors, qu'est-ce que vous demandez exactement au gouvernement dans les futurs, même si vous êtes encore en conflit, en grève, comment souhaiteriez-vous faire évoluer ce régime de l'intermittence, justement? Nous voudrions revenir à avant 2003 et qu'enfin les propositions que nous proposons avec l'ensemble du comité de suivi, et Pierre Laurent connaît bien le sujet puisqu'il fait partie des parlementaires qui sont à l'intérieur du comité de suivi, nous proposons que enfin ce sur quoi nous avons travaillé soit négocié et que les vrais concernés soient enfin autour de la table. Parce que l'autre gros problème, c'est qu'aucun des concernés dans les partenaires sociaux ne sont présents à la table. Et ils considèrent qu'ils ont signé l'accord une bonne fois pour toutes sur l'ensemble du régime et donc ils n'ont pas envie de se remettre à négocier sur ce sujet particulier. C'est ça peut-être? Oui, alors si vous voulez, au-delà de ça, l'ensemble des intermittents ne défend pas simplement les annexes 8 et 10. Il dénonce l'ensemble de la Convention qui, de toute façon, est extrêmement problématique et qui va nous toucher parce qu'une partie d'entre nous va basculer au régime général. Merci Judith Despaul. On laissera répondre tout à l'heure Jean-Marie Le Guen. D'abord avec vous, Pierre Laurent, pour le Parti communiste français. Que reprochez-vous exactement à ce gouvernement? Est-ce que
vouloir réformer le pays, le rendre plus compétitif dans un environnement mondial fortement concurrentiel. Est-ce que ce n'est pas quand même, selon vous, une nécessité? En tout cas, c'est ce que vous disent. Non, mais il n'y a pas un gouvernement qui voudrait réformer et puis une société qui voudrait ne toucher à rien. Ça, c'est la fable qu'on nous raconte en permanence. Mais il y a un débat sur les choix vers lesquels il faut avancer. On a un très bon exemple avec la situation des intermittents. Il y a une profession tout entière qui dit il y a des mesures justes. On est dans la situation incroyable, d'ailleurs, que la ministre a répété encore lundi dernier. Ce sont des propositions intelligentes, au nom de quoi on agrée un accord qui va à l'encontre de toutes ces propositions. Donc on est dans une situation assez incroyable. Et pour les cheminots, par exemple. Mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Oui, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Les cheminots sont les premiers. Ils veulent changer la situation. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé l'entreprise en deux, entre RFF et la SNCF. On a séparé les métiers, on les a empêchés de travailler correctement ensemble et on n'a pas résolu les problèmes d'investissement. Et tout le monde le reconnaît, il y a un énorme problème d'investissement public dans la modernisation du réseau pour répondre à l'augmentation du trafic. Ça, c'est vrai sur la dette de la SNCF. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de statut des cheminots? Parce que sur le nombre d'heures travaillées, sur l'âge de départ à la retraite, il n'y a pas des efforts à faire, à partager comme pour les autres Français? Il y avait 250 000 cheminots. Il y en a 150 000 aujourd'hui et le trafic a été multiplié par 10. Enfin, 10, ce n'est pas exactement le chiffre, mais a été multiplié de manière très importante. Donc, qu'on ne nous parle pas d'un problème de productivité des cheminots. Il y a un déficit de l'État verse chaque année 13 milliards d'euros à la SNCF quand même. Oui, mais la dette, c'est une dette qui est liée au fait qu'à une époque, on a fait un choix d'aménagement du territoire qui a été ce qu'on a appelé le tout TGV. C'est cette dette-là. On ne peut pas demander aux seuls cheminots, par leur seule productivité, d'éponger l'intégralité de cette dette. On a besoin de plusieurs milliards d'investissements publics dans le réseau chaque année. Le poids de la dette, c'est 1,7 milliard. Si on dit c'est seulement les cheminots qui doivent payer ça, ça veut dire qu'on est obligé, et c'est ce qui se passe, de diminuer l'emploi. On est obligé de limiter les investissements, alors que tout le monde dit qu'il faut faire le contraire. Donc il faut chercher d'autres mesures de financement. Est-ce que vous accepteriez un schéma à l'allemande où le gouvernement a dit très bien, je reprends toute la dette de la Deutsche Bahn, mais en échange, je privatise et je modifie le statut des cheminots. Depuis, le trafic a augmenté de 40%. Mais pourquoi privatiser ? Pourquoi privatiser? C'est efficace quand vous travaillez 35 est-ce que c'est efficace? au lieu de 20. Vous savez que les rails, c'est assez simple à comprendre. Il y a une ligne de chemin de fer. Et quand on privatise, on ne multiplie pas les rails. On ne met pas des rails les uns à côté des autres. On a dit la même chose pour l'électricité ou pour le transport aérien. Quand l'aéroport de Paris dépendait d'Air France... Excusez-moi, si on met plusieurs exploitants sur le réseau, eh bien, on va rendre le système encore plus compliqué. Mais pas forcément. On va le rendre plus cher. Dans l'aérien, alors que il y a plus de transporteurs, les prix ont baissé pour les Je ne suis pas sûr que le trafic aérien au plan international soit un modèle d'efficacité et un modèle pour ce qu'il faut construire, en particulier pour le ferroviaire. On a un énorme problème de développement du réseau. En plus, on parle du trafic voyageur, mais on ne développe pas du tout le trafic de fret ferroviaire, alors qu'il faudrait le faire pour des raisons écologiques. Donc pour ça, on a besoin d'investissement et on a besoin de cohérence dans le réseau. Les cheminots demandent une chose simple. Nous voulons travailler tous dans la même entreprise. Il faut cesser de nous séparer pour préparer la voie à la privatisation. Et on veut dépendre tous de la même entité. Or là, le gouvernement le reconnaît d'ailleurs, dit il faut rassembler. Sauf que c'est une unité qui reste en grande partie une unité de façade, parce qu'on a reconstitué un holding, mais on garde des entreprises séparées. Et d'ailleurs, il y a un amendement qu'ont proposé les parlementaires communistes, c'est que la propriété de tout le matériel ferroviaire dépende d'un exploitant unique. Eh bien, cet amendement, il a été refusé. Donc, on voit bien que ce qui est continué d'être visé, c'est la séparation des activités. Pierre Laurent, quand on regarde le programme gouvernemental de François Hollande et Emmanuel Valls, les grandes réformes, en ce moment, François Hollande dit beaucoup, j'ai 4 grandes réformes, qui sont la réforme ferroviaire, la réforme territoriale, le pacte de responsabilité pour redonner la compétitivité aux entreprises, et puis la transition énergétique. Est-ce que ça, c'est pas quand même nécessaire compte tenu de l'état du pays? C'est ce que nous disent les socialistes. Pour le moment, la politique menée, elle devait faire reculer le chômage progresse. Elle devait faire reculer la précarité progresse. Elle devait
améliorer la justice fiscale, c'est l'inverse qui se passe. En vérité, on est calé sur les exigences du MEDEF, on y répond, on fait le pacte de responsabilité, c'est-à-dire qu'on remet 40 milliards d'euros dans les mains des entreprises sans aucune contrepartie. Mais en plus, ça n'est plus aujourd'hui une critique du Parti communiste ou du Front de gauche. Il y a une grande partie de parlementaires socialistes qui disent la même chose. Les parlementaires écologistes disent la même chose. Le pays qui a voté pour le changement en 2012 dit la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a eu des résultats d'élections catastrophiques. Donc c'est une politique qui ne marche pas au plan économique, qui ne marche pas au plan social et qui est un désastre politique. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Et on a bien vu, même dans le conflit des intermittents, alors que le gouvernement reconnaît qu'il y a des propositions des intermittents sur la table, enfin il ne le reconnaît pas malheureusement, mais il est obligé par moment de le dire. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas céder? Parce qu'il ne veut pas dire au MEDEF, nous revenons sur l'accord que vous avez imposé. Et aux autres syndicats aussi, il n'y a pas que le MEDEF pour qui a donner signé. des gages. Il y a aussi les syndicats de salariés. Or, ça fait 10 ans que cette manière de respecter la volonté du MEDEF, en l'occurrence dans la question des intermittents, nous a mis dans une situation de crise à répétition. Eh bien, le gouvernement continue, alors qu'il y a des choix pour faire autre chose. On peut tout à fait faire autrement. On va lui poser la question. Merci Pierre-Laurent et Judith De Paul. Nous allons maintenant vous donner la parole. Jean-Marie Le Guen, vous les avez écoutés, vous avez pris des notes, on va regarder ça. Vous allez leur répondre et nous dire si vous pensez effectivement qu'il y a ou pas un plan B à la politique menée.